de hausse des marchés actions et les périodes de baisse, vous voyez le pourcentage de la hausse ou de la baisse qu'ont réussi à capturer les gérants long short. Donc vous voyez sur la phase 95-2000 qui était le bull market techno, les gérants alternatifs ont réussi à capturer 94% de la hausse. Dans la phase de la crise de la bulle techno, ils n'ont perdu que 21% de la baisse. Et donc vous voyez qu'ils ont réussi historiquement à créer cette asymétrie qui font qu'ils gagnent plus en relatif quand ça monte qu'ils ne perdent quand ça baisse. C'est important, la gestion long short action n'est pas une gestion performance absolue. Si on vous le dit la plupart du temps, c'est qu'on vous raconte des histoires. Donc il ne faut pas vous attendre à ce que vous ne perdiez pas d'argent. Vous perdrez de l'argent probablement et en même temps que les marchés en perdront. Mais en principe, vous en perdrez un peu moins que les marchés. La contrepartie, c'est que vous gagnerez sans doute pas autant quand ça monte, mais les proportions devraient être asymétriques encore une fois. Deuxième type de stratégie, je voulais parler des stratégies globales macro. Alors, il y a plusieurs manières d'investir sur des classes d'actifs, ou d'être long et d'être court. On peut avoir un avis discrétionnaire. Je parlais de Carmignac, c'est le cas. Il a un avis qui est le sien sur est-ce que les actions vont monter, l'or, le pétrole, etc. On peut aussi avoir une approche quantitative. Je vous explique ici de manière extrêmement simpliste, vous m'en pardonnerez, comment on peut construire un petit modèle quantitatif qui parie à la hausse ou à la baisse des marchés. Certains d'entre vous connaissent sans doute le principe des moyennes mobiles. En principe, la moyenne mobile est peut-être un bon signal d'achat ou de vente. Quand le cours d'un titre est supérieur à sa moyenne mobile récente, ça veut dire qu'il y a plutôt sur une tendance haussière et vice-versa. Voilà comme ça fonctionne. Donc vous regardez l'évolution d'un titre, ici c'est le S&P 500, ici c'est la moyenne mobile 24 mois, et suivant que le cours du S&P 500 est au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile, ce sera un signal de vente ou un signal d'achat. Quand je dis vente, c'est qu'on parie sur la baisse, quand je dis achat, c'est qu'on parie sur la hausse. Si on regarde le track record de ce petit modèle très simple, donc ce sera la courbe en pointillé vert par rapport au bleu qui est la courbe du S&P 500. Vous voyez qu'à un moment, sa performance se déconnecte complètement, et notamment pendant les périodes de crise. Et vous voyez, ça fait un profil de performance, en tout cas, qui n'a rien à voir. Il se trouve que, comme on vient de connaître deux crises assez sévères, la performance absolue est meilleure que celle de l'indice. Je ne pense pas que ce soit une bonne référence, c'est un peu une coïncidence. Mais en tout cas, ce qu'on montre, c'est que vous pouvez avoir un profil de rendement qui est très différent de celui du marché sous-jacent. Vous voyez que c'est imparfait, parce qu'après une hausse qui était très importante pendant la baisse de 2008, en revanche, vous avez perdu parce qu'ils sont restés vendeurs quand les marchés ont repris, donc ils ont perdu une partie de ce qu'ils avaient gagné. Alors en règle générale, les gérants, ils n'utilisent pas qu'une seule stratégie, ce serait trop simple, ils auraient du mal à justifier les 2 et 20, donc au moins ils utilisent deux stratégies. Alors ici, je voulais exprimer un autre. On prend la moyenne mobile 6 mois, globalement. Bon, ce n'est pas tout à fait la moyenne mobile, c'est le principe. C'est si le titre, le cours aujourd'hui est supérieur au cours qui était à 6 mois. C'est une autre méthode de est-ce qu'on est plutôt sur une tendance haussière. Je refais exactement mon même modèle. Vous voyez qu'il se comporte de manière à peu près similaire, mais c'est différent. Vous voyez que dans toute la période haussière avant la bulle techno, en revanche, le modèle aurait très nettement sous-performé son marché. Il l'aurait rattrapé par la suite, et finalement, récemment, il aurait mieux marché. Si on combine les deux modèles, et quand je dis deux modèles, certains gérants ont des centaines de modèles, donc si on combine tous ces modèles, on peut avoir un profil de performance qui est la ligne rouge, qui pour le coup est assez stable. Et en principe, l'agrégation de tous ces modèles fait quelque chose de très décorrélé en principe des marchés sous-jacents, et qui a un comportement qui est plus stable que les marchés sous-jacents. Vous voyez ici, en à peu près 20 minutes de travail, on a créé quelque chose qui visuellement paraît bien. Alors, maintenant que vous savez tout sur les gestions alternatives, on peut regarder un petit peu plus dans le détail. Donc en fait, quand on regarde un peu plus précisément les différentes stratégies, je ne vais pas rentrer dans chacune d'entre elles, vous voyez qu'en réalité, la granularité est aujourd'hui assez forte, puisque l'univers, les grandes catégories que je vous montrais tout à l'heure, cachent en réalité des sous-catégories qui sont assez précises. La stratégie dont je viens de vous parler, qui est une sorte de global macro systématique, quantitatif, on appelle ça le CTA, ou les Systematic Futures. Vous voyez ici, ça représente à peu près 6% de l'ensemble des fonds de gestion alternative. Et donc vous avez ici la constellation alternative sous format UCITS. Je vous le montre pour vous dire qu'aujourd'hui, on peut construire des portefeuilles relativement équilibrés en y rajoutant des ingrédients qui sont assez différents les uns des autres pour avoir une consolidation qui, en principe, a un objectif pour le coût de performance le plus stable possible. Alors, depuis début 2010, pour information, c'est une classe d'actifs qui collecte beaucoup. Pas nécessairement par rapport aux autres. Le thème depuis 1 an et demi, c'était une très forte décollecte des fonds monétaires pour globalement se reporter sur les fonds principalement obligataires, et d'ailleurs beaucoup les obligations émergentes et les obligations de crédit high yield, et puis également un petit peu sur d'autres classes d'actifs, les classes d'actifs d'allocation, tirées pendant très longtemps par Carmignac,
Les equity avec des flux qui sont assez irréguliers. Et puis la classe alternative, donc, qui est celle que je vous présente, qui tire un petit peu son épingle du jeu. Qui tire son épingle du jeu depuis 1 an et demi et qui tire clairement son épingle du jeu depuis le début de l'année, puisque en réalité, à fin avril, c'est la classe d'actifs qui a le plus collecté en Europe dans l'univers des fonds ouverts, plus 13 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a un engouement qui se crée sur cette classe d'actifs. D'où la question, est-ce qu'il faut s'en réjouir, est-ce qu'il faut en avoir peur? Alors, déjà, un petit élément de réponse. J'ai mis ici les 20 plus gros fonds qu'on observe dans cet univers. C'est pour ça que je vous montrais tout à l'heure qu'il y a un biais. Le plus gros, il fait 5 milliards d'euros. C'est pour ça que la moyenne était très supérieure à la médiane. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on voit le nom des sociétés de gestion, certains, vous ne connaissez peut-être pas, mais la plupart, ce sont des très gros gérants. Donc, ce n'est pas un monde de boutique. Une grosse partie de l'univers, ce sont des gros gérants qu'on connaît très bien dans le monde de la gestion traditionnelle, qui se sont emparés de cet univers. JP Morgan, Amundi, Fidelity, BlackRock, c'est tous parmi les plus gros gérants dans le monde, et ils ont investi cet univers. Certains depuis très longtemps, d'ailleurs. En termes de performance, d'abord, le premier point que je voulais vous montrer, c'est extrêmement divers. Quand je vous dis que ce n'est pas une classe d'actifs cohérente, vous voyez, entre le profil de performance de l'emerging market, donc short equity, qui a une performance 2008 de moins 9%, plus 60 en 2009, une perte en 2010, et on va prendre par exemple le systematic future dont je parlais tout à l'heure, qui était positif en 2008, négatif en 2009, puis positif en 2010, ça n'a rien à voir. D'où l'intérêt d'avoir cet éventail du possible que je vous montrais tout à l'heure pour constituer des portefeuilles qui en principe ont un vrai espoir de rendement très régulier avec un risque maîtrisé. Alors, un petit exemple de comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Il y en a beaucoup, mais c'est un exemple parmi d'autres. Je pense en l'occurrence que ceux qui ont sans doute le plus à gagner dans l'émergence de ces nouvelles techniques de gestion, ce sont les gérants, peut-être même les gérants diversifiés ou les gérants de fonds traditionnels. On connaît bien le monde de la gestion traditionnelle, on a beaucoup d'instruments. On avait fait une petite étude il y a quelques temps qui montrait que globalement, si on prend des fonds profilés, et c'est vrai quel que soit le profil, prudent, équilibre ou dynamique, l'allocation moyenne, elle change très peu. C'est un peu décevant, puisque beaucoup de gérants souvent vous vendent le fait qu'ils vont être très actifs, bien sûr, ils vont sortir des actions quand il faudra. C'est vrai pour certains, mais la plupart, ils conservent une allocation qui reste dans un range extrêmement fin. Et au final, ils ont tous des profils qui se ressemblent. La résultante, c'est que si vous avez tous la même allocation, il est probable que vous ayez une performance qui soit tous la même. Et donc, on a tous été un petit peu déçus de la performance en 2008, etc., etc. Et je pense que c'est la possibilité d'investir dans des fonds qui vont créer du rendement qui sera assez différent, avec des profils assez différents de ce qu'on connaît maintenant, c'est une vraie opportunité pour ces gérants. Et je vous montre un exemple. Prenons le fonds diversifié prudent, la partie droite, classique. Classiquement, il va avoir une allocation de 20% en actions, 45% obligataire et 35% monétaire. Je dis classiquement, c'est que ça correspond effectivement à la moyenne des allocations des fonds quand on regarde l'univers européen. Historiquement, depuis 1993, si on considère cette allocation, elle aurait généré une performance annualisée brute de l'ordre de 6%, un petit peu moins, 5,85, ce qui est pas mal. Une performance annualisée nette d'inflation de plus de 4%, ce qui est extraordinaire. Bon, on vient de vivre une période, c'est une petite aparté, à mon avis, qui est rêvée, qui ne se reproduira sans doute pas. Et vous voyez, en termes de risque, c'est une volatilité un peu inférieure à 5%. Une année, en 2008, une année quand même de baisse très forte, de moins 14%, donc ça ne protège pas d'être prudent. Et en revanche, une meilleure année qui peut être 20%. Remplaçons 15% de la partie monétaire par les investissements dans les CTA dont je vous expliquais de manière très simpliste le type de fonctionnement que c'est. Encore, les CTA sont les global macro qui investissent donc sur les classes d'actifs avec un mode de fonctionnement qui est très quantitatif ou très systématique. Vous voyez qu'en termes de performance, on augmente un petit peu l'espoir de performance, de l'ordre de 40 points de base. Ce n'est pas neutre sur une base annuelle, c'est important. Alors ce qui est intéressant, c'est que le risque, lui, ne bouge presque pas. La volatilité, elle reste à peu près la même, alors même que le CTA ou les systématiques futures sont beaucoup plus volatiles que le monétaire. Pourquoi ? C'est parce que le bénéfice de la décorrélation par rapport aux autres classes d'actifs dont je vous parlais tout à l'heure joue à plein et ça abaisse le risque global du portefeuille. Alors ce qui est intéressant, c'est un peu par hasard, mais vous voyez que donc, le risque exprimé sous terme de volatilité augmente très marginalement, mais en revanche, quand on regarde la ligne en dessous, qui s'appelle perte annuelle attendue, une année sur 20, bon, c'est pas autre chose que la VaR. Vous voyez que la VaR, en fait, elle diminue. Donc, quand on prend les risques extrêmes, en rajoutant une touche de CTA dans un portefeuille équilibré, on diminue en réalité le risque extrême du portefeuille. Les performances passées ne préjugent pas forcément le futur, vous savez tout ça. N'empêche que c'est intéressant et peut-être qu'il faut réfléchir un petit peu plus que ça. C'est, je crois, une bonne opportunité pour tous les gérants traditionnels de rajouter des touches à leur piano. Et mine de rien,
La musique serait bien triste si on n'avait que 4 ou 5 touches sur notre piano. La richesse vient de la diversité.